Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents parmi nous aujourd'hui. Alors, merci pour ceux qui sont en présentiel. Par contre, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont connectées en distanciel. Donc, merci à eux. Merci à nos adhérents, parce que je pense qu'il y a aussi beaucoup d'adhérents. Alors, c'est dans un contexte délicat de sécheresse que je prends la parole en tant que président de la Fédération des professionnels de la piscine et du spa. Je serai accompagné aujourd'hui de Gilles Mouchirou, vice-président de la Fédération, de Laurent Montserrat, pour qui c'est sa première conférence de presse, et c'est une belle conférence de presse, qui est trésorier de la Fédération, et bien sûr, Joël Pulenx, que tout le monde connaît. On va vous présenter aujourd'hui tout ce qu'a mis en œuvre notre secteur pour les économies d'eau, mais également vous faire un état de notre marché. Je sais qu'il y a beaucoup de questions sur l'état du marché et le pourquoi de continuer à acheter une piscine. Alors, je ne vais pas vous dévoiler l'ensemble du contenu de la présentation, mais ce que je peux déjà vous affirmer, c'est que les Français ont toujours envie de piscine. Et ceci, même dans un contexte actuel de sécheresse, dès lors qu'ils sont informés de la réalité sur l'utilisation de l'eau. J'aimerais vous rappeler une notion essentielle qui pour nous est primordiale. Une piscine conserve l'eau. A priori, une piscine faite par nos pro-piscines, il n'y a pas de fuite. Ça, c'est important quand même de le rappeler. Et on conserve l'eau pendant des années. Et on ne la gaspille pas, l'eau. L'ensemble du parc de piscine ne représente que 0,15% des usages de l'eau sur le plan national. Je le répète, 0,15%. Ce chiffre est très important et on le verra pourquoi par la suite. Malgré que ce chiffre soit très bas, on a continué à travailler, on continue à travailler pour avoir un bon comportement au niveau des possesseurs de piscine, pour avoir les bons équipements, et on va vous le présenter par la suite. Tous les secteurs doivent faire des efforts pour être encore plus vertueux, y compris le nôtre. Depuis les années 90, vous le verrez, les piscines sont beaucoup plus petites, les piscines sont beaucoup plus équipées pour utiliser un minimum d'eau. On a pu baisser notre consommation d'eau de 45%, donc ce qui est énorme. Une chose qui est importante, qu'il faut rappeler, c'est que les entreprises sont des entreprises de petite taille, 11 salariés en moyenne pour un constructeur de piscine. Il faut rappeler que c'est des sociétés qui peuvent vite être très fragiles. Ce sont des petites structures. Même en période de forte demande, il a fallu, parce qu'il y a 1 an et demi, vous vous rappelez, quand on faisait les conférences de presse, c'était est-ce qu'on va arriver à faire toutes les piscines? Et maintenant, ils ont embauché, ils se sont structurés. Donc, ils se posent les questions de se dire qu'est-ce qui va se passer par la suite. Parce que s'ils ne rentrent pas d'acompte, ça sera compliqué pour la suite de leur société. Une chose qui est importante, la France reste le secteur leader européen en matière de construction de piscines. On crée des emplois, on crée du bien-être pour toutes les classes sociales. Je vous rappelle, 47% des possesseurs de piscines gagnent en couple moins de 3 000 €, ce qui est important. Alors, ne démantelons pas ce secteur, malgré qu'il y ait une utilisation d'eau très basse. On a travaillé dessus. On est champion d'Europe sur le secteur de la piscine. Donc, continuons à faire les efforts pour que notre secteur reste important sur la France. Quant à la Fédération, on a beaucoup travaillé pour présenter les engagements des professionnels qui, après avoir publié une norme européenne sur les impacts environnementaux de la piscine, on va s'engager une fois de plus en faveur de l'environnement par le biais des économies d'eau, et c'est ce qu'on va vous présenter. Je ne vais pas vous en dire plus longtemps pour cette introduction. Je vais passer la parole à Gilles Mouchirou. Mais avant, je voulais vous dire que les personnes qui sont en distanciel pourront poser leurs questions via le chat et nous répondrons à la suite de la conférence. Un autre point également, aujourd'hui, on est accompagné de nos 2 ingénieurs environnementaux et de notre responsable juridique. Si à la suite de la conférence de presse, vous avez des questions, vous pourrez en aparté leur poser ces questions beaucoup plus techniques. C'est pour ça qu'on leur a demandé d'être ici parmi nous aujourd'hui. Donc, je laisse la parole à Gilles Mouchirou qui va nous parler de l'évolution du marché. Bonjour à toutes et à tous. Merci, Président. Alors, que nous disent ces chiffres qui sont bien évidemment issus d'études que nous diligentons au niveau de la Fédération, mais également de notre baromètre conjoncturel que l'on tient maintenant depuis de nombreuses années au sein de la Fédération. En 2022, nous avons constaté 188 600 nouvelles piscines qui sont installées en France, après bien évidemment une forte progression sur les années 2020-2021.
Il y a donc un parc de piscines constaté en 2022 de 3,4 millions de piscines, 1,620 millions de piscines enterrées, avec plus 70 000 bassins sur l'année 2022, et 1,760 millions hors sol, de piscines hors sol, excusez-moi, avec plus 118 600 piscines sur l'exercice, sachant que ces chiffres sont issus du baromètre conjoncturel tenu par la Fédération de la piscine. Alors des piscines pour qui? Eh bien aujourd'hui des piscines pour tous, avec tout type de piscine confondue. C'est un phénomène de société généralisé, comme pour les voitures. Il y a un budget pour chaque piscine et pour chaque famille. Tous les Français sont donc concernés. Des piscines donc qui sont enterrées ou hors sol. Et ce que l'on peut constater d'une façon très importante, c'est que 44% des possesseurs de piscines sont issus des classes moyennes que sont les employés, les ouvriers, les agriculteurs. Ensuite, 28% sont détenus par des entrepreneurs et des cadres, et 28% également par des retraités. Donc c'est vraiment un achat, une construction qui s'inscrit complètement dans le mode de vie sobre des familles françaises. Des piscines chez qui? Avec ce phénomène de société, des piscines enterrées pour les classes moyennes, comme nous l'avons vu, et plus 9 points de ces classes moyennes ont été constatés en 4 ans, avec presque un quart des propriétaires de piscines qui sont, pour 23%, des employés, des ouvriers, des agriculteurs. Donc 9 points de constatés en 4 ans. 30% sont les retraités et 47% des entrepreneurs et des cadres. Donc on voit que c'est vraiment un marché qui s'inscrit dans la continuité des achats des familles françaises. Pour faire un zoom maintenant sur l'année 2022. C'est un marché qui, après une très forte progression sur les 2 années antérieures, se stabilise à un niveau élevé. Après 2 années, comme je le disais précédemment, d'euphorie 2020-2021. Donc quel constat sur cette année pour les nouvelles réalisations? Plus 20% de piscines privées ont été construites par rapport à 2019. 188 600 nouvelles piscines en 2022, comparativement à 156 000 piscines en 2019. Plus 27,5% de piscines livrées en 2020 par rapport à 2019. Mais aussi plus 22% de piscines par rapport à 2021. Donc en 2022, certes, on a eu moins 19% par rapport à 2021, mais nous constatons une hausse de plus 20% par rapport à 2019, ce qui fait une décélération modérée avec donc un chiffre qui se contracte modérément. Les piscines vendues, avec la croissance qui se ralentit, comme nous l'avions vu, moins 11,5% par rapport à 2021. Un petit rappel, plus 22,5% en 2020 et plus 28% de piscines vendues en 2019. Et comme le disait Stéphane précédemment, ce sont des piscines avec un plus faible volume d'eau et également beaucoup moins énergivores et beaucoup plus éco-responsables. C'est donc une croissance qui est maintenue à un niveau élevé, moins 8% 2022 sur 2021, plus 32%, un petit rappel de 2021 sur 2022, et un rappel sur 2020, plus 21,5% de chiffre d'affaires par rapport à 2019. Concernant maintenant les consommables, les produits de traitement d'eau, eh bien, on s'aperçoit que tous les produits qui sont liés, proches de la piscine, ont représenté un chiffre d'affaires supérieur de plus 5% par rapport à l'exercice 2021. Et pour terminer donc dans nos chiffres, les premières tendances de 2023, comme on le disait précédemment, on voit que le chiffre se contracte modérément, avec un premier trimestre qui est en recul léger de moins 3,2, avec une évolution bien évidemment constatée du chiffre d'affaires facturé, une bonne résistance compte tenu du contexte conjoncturel, et surtout, c'est important de le répéter, dans une organisation éco-responsable autour d'une réelle sobriété d'utilisation d'eau pour les piscines familiales. Voilà ce que nous pouvions dire sur les chiffres du marché à date. Merci
Gilles, pour ces chiffres, moi ce que je retiens de ce que tu viens de dire, c'est que on voit que l'envie des piscines chez les Français est toujours très forte, elle est toujours là. Malgré qu'on présente de légères baisses, il faut se rappeler d'où on vient. On est supérieur aux chiffres de 2019, et ce qui est important. Bien évidemment, on est une profession responsable, tant en termes d'économie d'eau que d'énergie. C'est ce qu'on va vous démontrer maintenant. Alors, l'utilisation de l'eau dans les piscines a été réduite de 45% en 25 ans, ce que je vous disais tout à l'heure en introduction. Quel secteur a réduit sa consommation d'eau en 25 ans? Nous, on peut dire le secteur de la piscine. Alors, on a une faible utilisation d'eau. Sur nos 3,4 millions de piscines privées, on n'utilise que 0,15% de l'utilisation de l'eau nationale. Alors, pourquoi une réduction si importante de l'eau? Déjà, les piscines. Auparavant, une piscine, c'était minimum 12 mètres par 6 mètres sur un terrain de 1000 mètres carrés avec 2 mètres de profondeur et on vendait beaucoup de plongeoires. Maintenant, les plongeoires, on ne les vend plus parce que les piscines font 7 mètres par 3 mètres et 1 mètre 30 de profondeur. C'est la nouvelle tendance. Une nouvelle tendance parce qu'on veut, ce sont des piscines ludiques, on veut profiter de sa piscine en famille et on ne veut plus faire de la natation. Pour la natation, on va en piscine municipale. Donc on a réduit la taille des piscines. Réduisant la taille des piscines, il y a moins d'eau dans les piscines. On a eu des équipements et beaucoup d'innovations. Il est primordial, avec la loi sur la sécurité, on a dû mettre des abris, des couvertures automatiques. Donc ça a aidé à avoir moins d'évaporation. Et maintenant, on va plus loin. On dit qu'il faut systématiquement mettre également une bâche à bulles. Une bâche à bulles pour éviter les évaporations. Parce que les grosses pertes d'eau, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nos piscines ne fuient pas. Si elles ne fuient pas, la perte d'eau peut être faite que par l'évaporation. Donc, une bâche va nous éviter la moitié des pertes d'eau en évaporation. On a travaillé également sur l'énergie. Tous nos projecteurs sont maintenant des projecteurs à LED. Toutes nos pompes, ou la plupart, il y a des grosses campagnes qui sont faites pour vendre des pompes à vitesse variable, pour adapter la consommation de la pompe à l'utilisation de la piscine et à la période également. Moi, ce que je voulais dire aussi qui est important, c'est qu'on nous a beaucoup parlé de la crise énergétique. On a tous des entreprises, on a tous fait des spots, des publicités à nos salariés, on a tous acheté des doudounes à nos salariés. Et au final, cette crise énergétique est super bien passée et on n'en a plus entendu parler. Donc là, en ce moment, on est dans la crise de l'eau. Et moi, je dis qu'il faut faire confiance aux Français parce qu'on va savoir tous faire des efforts. On va savoir tous se réguler pour que tout puisse bien se passer, que tout le monde puisse en profiter. Ce n'est pas uniquement le secteur de la piscine qui va régler la crise de l'eau en France. Et ça, c'est important, malgré la faible consommation que nous avons. À titre d'exemple, on vous a mis ce que consomme une famille de 4 personnes par an. C'est juste un exemple, à peu près 150 mètres cubes d'eau par an. Une fuite et un robinet, c'est 35 mètres cubes. Et une piscine, c'est 15 mètres cubes, sans toutes les améliorations qu'on est en train d'apporter pour réduire cette consommation à moins de 8 mètres cubes. Et bien sûr, moi, je ne vous parle pas, vous le savez mieux que moi, des pertes sur les réseaux d'eau potable en France. Je préfère pas l'aborder. Ce n'est pas mon travail. Alors, les équipements, il est primordial d'avoir une couverture ou un abri. Ça limite fortement le phénomène d'évaporation. Ça peut éviter l'évaporation entre 40 et 90% suivant le matériel utilisé, suivant la région où on est également. Est-ce qu'il y a du vent, est-ce qu'il n'y a pas de vent, quelle forte chaleur il y a. Donc c'est difficile de donner un chiffre exact, mais on sait qu'au minimum, on va gagner 40%. Sur les filtrations, on a beaucoup travaillé. Jusqu'à maintenant, la plupart des filtres qui étaient vendus sur le marché, ce sont des filtres à sable ou avec du verre à l'intérieur, mais c'est un média filtrant. Pour cela, on peut mettre un pré-filtre avant le filtre pour déjà enlever beaucoup de saleté. Et ensuite, plutôt que de rejeter cette eau, une fois qu'on fait les lavages, on va repasser cette eau dans un autre filtre pour injecter directement l'eau dans le bassin. Ça fait que ce sont des nouveaux produits, ça fait qu'on n'a pas d'évacuation d'eau à l'extérieur. Après, bien sûr, il peut y avoir des filtres à cartouches ou des poches filtrantes et ça évite beaucoup les contre-lavages. Ce qui est important et les messages qu'on est en train de faire passer, vous allez le voir par la suite, c'est de dire traitez votre eau, faites moins de contre-lavage, mettez une couverture et on va consommer encore moins d'eau. Et les statistiques que l'on a, c'est moins de 8 mètres cubes par an. L'automatisation, je vous en ai parlé. Et bien sûr, on a la chance d'avoir 2 ingénieurs à la fédération en permanent et on travaille sur tous ces sujets avec la commission du développement durable qui a été créée en 2006.
Donc vous voyez, c'est un sujet qu'on a pris à bras-le-corps il y a longtemps, parce qu'on savait que c'était un sujet important pour notre secteur. Alors, juste un petit mot, quand on parle d'aller vers un professionnel, je vous le rappelle systématiquement, allons voir un pro-piscine. On a différents degrés de pro-piscine, et sachez que dans les pro-piscines, il y a un volet environnement et gestion de l'eau. Ça, c'est très important. Cette charte est signée par les adhérents pro-piscine, donc ils s'engagent à travailler sur la gestion de l'eau. Gilles, tu peux nous faire peut-être un petit rappel sur les pro-piscines ? Oui, alors sur le label pro-piscine mis en place par la fédération, nous avons 3 niveaux. Un premier niveau qui est un niveau d'engagement, comme le disait Stéphane juste avant, ce niveau d'engagement, il est pris par les entreprises qui sont pro-piscine engagées, qui signent une charte d'engagement et qui en respectent les dispositions. Le deuxième et le troisième niveau sont 2 niveaux différents. Un, une politique de moyens avec pro-piscine qualifiée. Cette politique de moyens, elle dit quoi? Elle dit tout simplement, quand vous faites de la maçonnerie, vous embauchez un maçon. Quand vous faites de l'étanchéité, vous embauchez un étancheur. Quand vous faites de l'électricité, vous embauchez un électricien. Donc vous mettez les moyens dans votre entreprise pour avoir une entreprise qualifiée. Et enfin, dans le troisième niveau de pro-piscine, c'est le pro-piscine certifié. C'est une politique de service, c'est-à-dire que on part du principe de la démarche suivante, je dis ce que je fais et je fais ce que je dis, c'est-à-dire que là nous avons donc un engagement de service. Donc 3 niveaux du pro-piscine engagé avec la signature de la charte, pro-piscine qualifié avec la politique de moyens, pro-piscine certifié avec la politique de service. Voilà sur la définition donc des 3 niveaux du pro-piscine. Alors cette année, en 2023, on a dit on va aller plus loin. On va aller plus loin parce que on s'aperçoit que notre secteur est bousculé, mais on veut montrer que la fédération est très active et qu'au final, on apporte des solutions. Alors on a lancé une charte d'engagement dédiée aux économies d'eau. Et les 1500 adhérents que nous sommes à la fédération de la piscine sont invités à s'engager et à la signer. On a eu avec Laurent, puisque vous le savez, on parle beaucoup des Pyrénées-Orientales en ce moment, c'est devenu le centre du monde. Alors il y a une célèbre personne qui avait dit que Perpignan était le centre du monde, on ne le croyait pas, mais depuis 15 jours, la gare de Perpignan est vraiment le centre du monde. Et là, c'est sur tous les journaux, on le voit de partout. Donc on ne savait pas qu'on avait cette chance, mais on passe beaucoup de temps avec Laurent maintenant. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a présenté cette charte aux pisciniers présents sur le secteur du département 66. Alors, cette charte d'engagement, mais également un engagement auprès de leurs clients. On a demandé qu'ils relaient tout ça auprès de leurs clients particuliers pour qu'on lance une campagne de sensibilisation aux bonnes pratiques à avoir avec sa piscine. Parce qu'effectivement, le message était moins répété. On ne vide plus une piscine, ça ne se vide pas une piscine. Et ça, il faut vraiment le dire, il faut prendre le temps de l'entretenir pour ne pas la vider, la nettoyer au Karcher. Ces messages, on ne les martelait plus. Donc on le rappelle, il faut le faire. Et même si dans le futur, on sort de cette crise par le haut et qu'il faudra continuer à se dire, il faut garder ces bonnes pratiques parce que c'est important. On souhaite que nos professionnels, en s'engageant sur cette charte pour les économies d'eau, fasse un mailing pour dire couvrez votre piscine, pour éviter l'évaporation, changez votre filtration s'il le faut, et surtout, avant de vider votre eau, ou de penser la vider, ou de dire je vais la traiter, allez voir un professionnel, un pro-piscine, pour faire une analyse d'eau. Une analyse d'eau, et eux vont vous dire réellement ce qu'il faut mettre dans votre piscine, quel désinfectant, pour avoir un minimum d'utilisation d'eau. Ça, c'est important pour pérenniser son eau via un traitement adapté. Donc ça, c'est les engagements que la fédération prend et que les professionnels prennent. Alors bien sûr, on va plus loin. On est en train de réfléchir avec la commission de développement durable. Qui se réunit presque une fois par semaine, ce qui est très important, à avoir des systèmes de récupération d'eau de pluie, à avoir des trop-pleins pour récupérer l'eau des bassins, quand la pluviométrie est importante, parce que là, on parle du sud, mais j'ai entendu dire que sur certaines régions, dont la région parisienne, il fallait même vider les piscines parce que vous aviez trop d'eau, ce qui n'est pas le cas dans le sud, mais cette eau, du coup, il faut la récupérer. Il faut la récupérer. Donc c'est ce qu'on travaille avec la fédération pour dire, mettez des citernes, mettez des cuves, prenez des bassins annexes. Si vous faites de la rénovation, très simple, il faut déplacer l'eau et la remettre après. On a beaucoup de professionnels qui le font, qui se sont préparés, et ça marche très bien. Et en plus, le particulier y est très sensible. Alors, on a effectivement
ces entreprises signataires doivent s'engager à avoir des bons usages en termes de traitement de l'eau et les bons comportements pour participer à la sauvegarde de l'eau. Ça, c'est important. On va remettre des flyers qui sont édités ou qui ont déjà été édités par la fédération. Et on a fait également des affiches pour distribuer à tous nos adhérents. Tous nos adhérents pour qu'ils puissent les mettre dans leur magasin. Et la réunion d'information qu'on a eue avec Laurent Montserrat sur Perpignan a été très bien perçue par le professionnel et a été très vite relayée. On a eu beaucoup d'impact auprès du particulier puisqu'on a eu beaucoup de demandes, beaucoup de questionnements à ce sujet. Alors, il y a aussi, on va plus loin, on dit qu'il faut aussi sensibiliser son personnel parce que c'est bien de former et d'impliquer le particulier, mais il y a le personnel de toutes les entreprises et on veut leur expliquer les bons gestes à avoir et à expliquer auprès du particulier. Il faut prendre connaissance et partager le guide sur la transition écologique qu'on a élaboré avec la fédération et les pouvoirs publics, parce qu'il faut savoir qu'on travaille énormément avec les pouvoirs publics, que ce soit avec le préfet de Perpignan ou le préfet des autres régions, mais également le ministère de l'écologie, le ministère des PME, le ministère de l'économie. En ce moment, on a beaucoup d'échanges pour trouver les meilleures solutions pour notre secteur. Alors voilà la fiche et la brochure que nous avons créée. Je pense que voilà, elle est ici. Donc piscine basse consommation, économie d'eau, les clés pour une utilisation raisonnée et économiser l'eau de votre piscine, les bons principes, ne jamais vider sa piscine. Pratiquer l'hivernage sans baisser le niveau d'eau. Utiliser une couverture ou un abri de piscine. Limiter les lavages de filtres au strict nécessaire. Un lavage par mois, c'est largement suffisant. Et une bonne qualité d'eau. Un temps de filtration équilibré et désinfection rationnelle, raisonnée, permet de conserver son eau de nombreuses années, voire tout le temps. Donc vous voyez derrière les différents visuels. Donc des solutions adaptées pour réduire votre consommation, pour aller encore plus loin. Donc ceci sera disponible pour tous nos professionnels sur toute la France. Bien sûr, on voit que la piscine est un phénomène de société, ce n'est pas une mode, ce n'est pas passager, c'est quelque chose qui plaît aux Français. Donc c'est encore indispensable pour nous, professionnels, d'innover encore plus. Et au sein de la fédération, on va créer d'autres commissions pour être encore plus actifs. Je vais maintenant passer la parole à Laurent Montserrat qui va nous parler des 5 bonnes raisons de profiter d'une piscine chez soi. Merci. Oui, nous le constatons aujourd'hui. Hein, les ménages français souhaitent acquérir une piscine et souhaitent acquérir une piscine pour quelles raisons? Donc les raisons d'avoir une piscine chez soi, c'est déjà dans un premier temps le bien-être et la convivialité hein, chez soi. Mais on l'a découvert, c'est une pièce à vivre supplémentaire. C'est une pièce à vivre à part entière dans une maison aujourd'hui. C'est un espace de vie, de convivialité. On l'a encore plus découvert pendant ce confinement, hein, où effectivement, on l'a vu tout à l'heure dans les chiffres, l'incitation à venir vers la piscine était très importante, à vivre en communauté, à vivre en groupe, à vivre en famille, à profiter avec les enfants. Hein. On le rappelle toujours, la piscine, c'est un lieu quand même de sociabilité essentiel pour les enfants, la famille, le regroupement, c'est important. On le voit aussi pour beaucoup de ménages, lorsqu'ils n'ont pas la possibilité, ou de moins partir en vacances, ou de ne pas pouvoir partir, c'est d'être aussi de profiter de leur chez-soi, de leur maison et de leur environnement. Et ça reste aussi, il ne faut pas l'oublier, un point de rafraîchissement. Quand on parle de régions du sud, quand on parle de régions ensoleillées, quand on parle d'une montée en température un peu plus importante, ou voire de sécheresse, c'est aussi un point de rafraîchissement, un point d'eau important dans certaines maisons. Mais c'est aussi, peut-être on l'oublie trop souvent, l'occasion de faire du sport ou de l'exercice à la maison, que ce soit aussi bien pour les enfants, mais on vous en parlera un peu plus tard, Joël, sur l'aisance aquatique, notamment tout un programme qu'on a initié avec le ministère du Sport, mais aussi pour les personnes âgées, ou de la rééducation. Alors on le disait tout à l'heure, on a de plus en plus de petites piscines, mais des fois des piscines plus équipées, avec des équipements type nage contre courant, par exemple, qui peuvent permettre de faire de l'exercice, de l'effort. Et nous, les premiers au sein de la fédération, on incite beaucoup aussi à cette position de faire du sport, d'être actif. Et la piscine est un moyen aussi d'être actif à ce niveau-là, mais aussi de se détendre. Hein. On n'est pas obligé de faire que du sport dans une piscine. On peut passer du bon temps autour de son bassin. La piscine, c'est un atout de déco. Alors,
on le constate aussi fortement. Je parlais de pièces à vivre complémentaires dans la maison, et cette pièce à vivre, indépendamment du plan d'eau aussi, qui est pour tous les bienfaits qu'on a vus précédemment, c'est aussi un espace de décoration, un espace de création, de créativité, qui se laisse prendre par l'ensemble des ménages, qu'on peut aménager autour de son bassin, que ce soit d'ailleurs piscine hors sol ou piscine enterrée, bien entendu. Voilà, donc c'est un environnement adaptable. Chaque piscine reste une piscine unique et est un bien que chacun va développer comme il le souhaite, avec ses moyens, avec sa pensée et ce qu'il a envie de faire au sein de sa piscine. Mais dans les raisons aussi que l'on voit et que l'on constate, on s'aperçoit que pour beaucoup de ménages aussi, c'est un moyen aussi de valoriser son bien. C'est aussi un déclencheur d'achat ou de vente ou de valorisation du bien en ayant une piscine, puisqu'on le constate dans les chiffres lorsqu'ils y sont. Hein, c'est une incitation, lorsqu'on a une piscine, à 70%, dans 70% des cas des ventes de maisons ou d'acquisition, hein, à l'inverse, évidemment. Et on le voit dans les chiffres qu'on resitue, sur 37,2% des possesseurs de piscines. C'est un critère de prise de décision sur la valorisation du bien. Et durant le confinement, qui est en hausse, encore une fois, depuis ces 5 dernières années, de 6,9 points, ce qui n'est pas anodin. Voilà pour les raisons aujourd'hui qui font qu'on puisse acquérir une piscine et on puisse profiter d'une piscine chez soi. Je laisse la parole à Joëlle Pulenx. Merci Laurent. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je vais vous parler effectivement de la piscine comme étant le meilleur endroit pour apprendre à nager, puisqu'on sait que la majorité d'entre nous et d'entre vous sans doute apprennent à nager dans les piscines. Il faut se rappeler que pendant les 2 années du confinement, ça a été très compliqué pour les enfants de développer leur aisance aquatique et la natation, puisque les piscines collectives, comme tous les lieux de regroupement, étaient fermées. Ça veut dire que la population française aujourd'hui a un retard dans l'apprentissage de l'aisance aquatique et de la natation. Il faut quand même s'en souvenir. Donc la fédération, depuis des années, est investie dans l'application de la loi sur la sécurité des piscines, bien sûr, mais également, ça fait maintenant plus de 2 ans qu'on a signé un partenariat avec la ministre des Sports, enfin avec l'ex-ministre des Sports, Roxana Maracineanu. Et nous continuons d'ailleurs à travailler avec elle sur les classes bleues et l'aisance aquatique qu'on est en train de développer dans les piscines privées familiales. L'objectif aujourd'hui, il faut se rappeler une chose, c'est que les piscines publiques ne sont pas en nombre suffisant. Donc, si on n'arrive pas à organiser des classes bleues dans les piscines privées familiales, on n'arrivera pas à former toute la population des enfants à l'aisance aquatique et à la natation. Et cet enjeu-là, c'est un enjeu de sécurité publique. Donc, c'est important qu'on utilise nos piscines pour qu'ensuite les enfants puissent être capables de développer leur aisance aquatique et également la natation quand ils vont aller se baigner en mer ou en rivière. Donc le point d'eau essentiel pour cet apprentissage, c'est la piscine, et notamment la piscine privée familiale. On voit que les enfants de famille qui détiennent une piscine ont en généralement un niveau d'aisance aquatique supérieur à ceux qui n'en détiennent pas. Ensuite, effectivement, la fédération a également créé un fonds de dotation qui s'appelle Piscine, Éducation et Santé. Pourquoi ce fonds de dotation ? Comme vous l'avez vu précédemment, les 2 années Covid ont été 2 années de développement économique important pour notre secteur, contrairement à d'autres secteurs. Et notre secteur a considéré que, quelque part, cette croissance économique devait être renvoyée positivement vers la population, de façon à ce que les professionnels de la piscine puissent investir dans la sécurité et le bien-être de l'ensemble de la population. Donc on a créé ce fonds de dotation, Piscine, Éducation et Santé, qui permet justement de financer des journées de classe bleue et qui a permis de financer le concept Vigiplouf. Qu'est-ce que c'est que ce concept Vigiplouf? C'est un concept d'un kit qui a été mis à disposition des familles via les professionnels, via aussi parfois les démembrements locaux du ministère des Sports, également via les professionnels de la piscine. Et dans ce kit, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a le dauphin qui est finalement le vecteur de communication entre l'enfant et finalement les messages qu'on souhaite faire passer. Dans le kit Vigiplouf, il y a 2 drapeaux, un drapeau vert, un drapeau rouge, qui sont facilement identifiés par l'enfant comme étant la possibilité de se baigner ou l'interdiction de se baigner. Quelque part, ces 2 couleurs
aide l'enfant aussi à se repérer quand il est au bord de la mer, parce qu'au bord de la mer, il y a aussi ces deux couleurs qui sont utilisées. Et puis, le caractère novateur de ce concept, c'est d'avoir un livret qui s'adresse directement à l'enfant, avec un petit livret qui s'appelle Vigiplouf. Et puis, évidemment aussi, un flyer qui s'adresse aux parents pour savoir comment développer leur vigilance par rapport à leurs enfants au bord de l'eau. Donc, deux choses. L'enfant va savoir qu'il doit aller chercher son Vigiplouf. Le Vigiplouf, c'est le parent. Et ce parent, il va être à ce moment-là équipé d'une casquette et d'un brassard. Donc, il sera facilement repérable par l'enfant. Et effectivement, à partir de là, l'enfant qui sera en sécurité pourra aller développer son aisance aquatique dans le bassin. Et c'est un kit qui a été distribué à plus de 8000 exemplaires en 2022, qui a très bien fonctionné auprès des familles, qui a été très apprécié. Et on souhaite en reproduire encore cette année grâce au fonds de dotation. On est en partenariat aussi avec des associations de développement de l'aisance aquatique et on travaille avec des maîtres nageurs sauveteurs qui sont spécialisés dans ce développement de l'aisance aquatique. Ce nouveau concept d'aisance aquatique, il est très important parce qu'autrefois, quand vous aviez un jeune enfant et que vous alliez voir en piscine publique, les maîtres nageurs vous disaient bah, « avant 6-7 ans, on ne peut rien faire ». C'est totalement faux. Et notamment, Roxana Maracineanu a été au ministère des Sports pour lancer ce concept très important à partir de 4 ans d'aisance aquatique qui va permettre aux jeunes enfants, grâce à des vidéos et grâce à ces maîtres nageurs sauveteurs, mais même les familles peuvent s'emparer de ces vidéos, les regarder sur notre site propiscineaupluriel.fr ou sur le site du ministère des Sports et apprendre eux-mêmes à leurs jeunes enfants à développer leur aisance aquatique et à rejoindre le bord de la piscine à partir de 4 ans. À partir de là, on va sauver énormément de vies, plus encore qu'avec les systèmes de protection qui, eux, fonctionnent très bien, mais en dehors de la baignade. Or, on sait que les accidents se produisent principalement au moment de la baignade, c'est-à-dire au moment où tout système est franchi. Donc ce concept Vigiplouf, il est vraiment très important. La seule chose, c'est que pour pouvoir développer cette aisance aquatique et puis ces séances de natation, il faut que les piscines soient remplies, c'est important. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le développement de l'aisance aquatique et de la natation en piscine privée familiale. Merci Joël. Effectivement, il y a une activité brûlante sur la sécheresse, mais on n'oublie pas tout le reste, et c'est ce qui est très important, parce qu'il y a quand même 3 millions de piscines construites en France, et l'aisance aquatique, l'apprentissage de la natation, c'est important. C'est important pour tous les possesseurs de piscines, et c'est important pour l'accidentologie qui était il y a quelques années beaucoup plus élevé que ce qu'il est maintenant, grâce aux campagnes de la fédération et à tout le travail qui est fait. Il ne faut quand même pas l'oublier cette année. Alors en conclusion, je dirais que pour moi, en tant que président de la Fédération des professionnels de la piscine, les Français confirment leur envie de piscine. 188 600 nouvelles piscines construites contre, en 2019, qui n'est quand même pas l'année de référence, 156 000 piscines. Sauf que 2019, c'était l'année avant le Covid. Avant le Covid et avant le boom des piscines. Donc on voit réellement que le secteur se maintient et sur 2023, on a toujours cette tendance. Donc c'est important de prendre 2019 comme année de comparaison parce que les 2 autres années, c'était un peu différent. On ne s'y attendait pas au début et après, vu ce qui s'est passé, c'est vrai qu'il y a eu ce boom. Alors, on travaille aussi sur l'équipement. C'est en phase avec les nouvelles attentes des Français. C'est vrai que la piscine plaît. Pourquoi? Laurent l'a dit, le bien-être chez soi, le bienfait pour tous les âges, la valorisation immobilière, on l'estime à plus de 20% sur une maison, le loisir à domicile, moins de dépenses en sortie avec, on en parle tous, l'inflation qui est actuellement, la réduction des trajets onéreux, on voit les prix pour se déplacer, c'est assez important, et tout ce qui est émissions de carbone également. Donc la piscine a vraiment des bienfaits et pour rester chez soi et avoir du bien-être en famille. Une chose importante, nous qui travaillons sur l'ensemble des marchés, la France est le premier marché européen et on est cité en exemple pour toutes les actions que nous faisons, pour tout le travail qui est fait par les professionnels de la piscine sur notre secteur. C'est quelque chose de très important où on peut se dire cocorico, on a une belle étoile et c'est un beau secteur pour la France. Alors les piscines basse consommation en eau, c'est déjà une réalité, c'est ce qu'on travaille, on va encore aller plus loin et on va le prouver. Je le répète, 3,4 millions de piscines, 0,15% de l'utilisation de l'eau nationale. Donc c'est quand même, quand on remet ces chiffres en perspective, c'est vrai que c'est faible, c'est faible. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est toujours trop. Bien sûr, on va travailler pour encore le réduire, mais ne nous trompons pas de combat. La piscine plaît aux Français et on consomme que 0,15% de l'utilisation d'eau nationale. Et surtout,
Il y a beaucoup de choses à faire pour améliorer la consommation d'eau, pas que dans les piscines, et ce n'est pas les piscines qui vont résoudre tout le problème de l'eau en France. Ça reste important. J'aimerais bien, en tant que président, vous dire que si on arrêtait les piscines, ben, il n'y aurait plus de problème d'eau, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas du tout le cas. Donc ne nous trompons pas de combat, c'est important. La fédération, avec ses adhérents, s'engage au niveau des professionnels sur une charte d'engagement sur les économies d'eau et au niveau du grand public, une campagne de sensibilisation aux bonnes pratiques. Et ça, c'est très important en pleine saison de le mettre en avant. On a su réagir vite et c'est vrai, c'est quelque chose d'important que l'utilisateur, puisque ça va arriver maintenant, jusqu'à maintenant on n'a pas utilisé les piscines, il va commencer à faire beau, soit bien sensibilisé aux bonnes pratiques. Voilà ce que j'avais à vous dire. On a pris un peu plus de temps aujourd'hui pour répondre à vos questions parce que je pense qu'il va y avoir beaucoup de questions autant via le chat qu'en direct et vous donner les messages les plus importants sur la réalité du secteur et sur les efforts que font le secteur pour continuer à être un secteur encore plus vertueux. Merci beaucoup. Alors, on commence dans la salle. S'il y a des questions. Bonjour. Vous parlez des actions que vous allez mener qui concernent quand même essentiellement les piscines enterrées. Vous dites qu'il y a la moitié des piscines en France sont des piscines hors sol. Quelles actions vous allez mener en direction notamment du grand public qui achète ces piscines-là? Alors, les actions qu'on va mener, ce sont les mêmes. Parce que les piscines hors sol, pour nous, quand on dit une piscine hors sol, c'est une piscine qui a une filtration. Donc on garde l'eau, la piscine est pérenne. Il faut aussi mettre un système de traitement. Il faut mettre aussi une bâche de protection. Donc c'est le même principe, même s'il y a moins d'eau, c'est la même utilisation. Bonjour. Vous avez dit tout à l'heure que ce n'est pas les piscines qui résoudront aujourd'hui le problème de la crise de l'eau en France. On voit aujourd'hui que dans certains départements, il y a des situations d'alerte renforcée, voire de crise, je pense notamment aux Pyrénées-Orientales. Les piscines sont touchées, mais finalement de manière automatique, c'est-à-dire que quand on va, les restrictions ne sont pas décidées au cas par cas, mais ça fait partie d'une loi. Est-ce que vous trouvez aberrant que dans ce type de territoire, on interdise le remplissage de la piscine et donc les piscines pour les nouveaux propriétaires? Est-ce que vous trouvez ça aberrant qu'on en vienne à... Alors, avec Laurent Montserrat, on est bien placé pour vous en parler parce qu'on vit dans les Pyrénées-Orientales. On a rencontré le préfet de Perpignan, monsieur Rodrigue Furcy, à plusieurs reprises. On a pris acte de ces décisions, mais effectivement, elles sont difficiles à accepter et à appliquer. On se dit on ne veut pas être les boucs émissaires parce que si certains n'ont pas fait leur travail, on ne veut pas que ça retombe sur les piscines. Hein, parce que effectivement, pourquoi interdire les piscines? Il n'y a pas que les piscines qui sont touchées dans les Pyrénées-Orientales. Si vous lisez l'arrêté reprend toutes les professions et toutes les activités. Donc c'est tout ce qu'on doit faire des efforts. On travaille très étroitement avec la préfecture de Perpignan. À ce jour, les piscines qui ont les autorisations de travaux peuvent être remplies pour que l'usage ne soit pas en danger et pour que le particulier ne soit pas en danger. Maintenant, sur les piscines hors sol, sur l'interdiction, je ne pense pas que c'est ce qui va résoudre le problème de l'eau dans les Pyrénées-Orientales. Est-ce qu'il y a une inquiétude tout simplement des professionnels? Là, on voit que même s'il y avait déjà une situation de crise l'année dernière, le nombre de ventes a légèrement diminué, mais pas a augmenté par rapport à 2019. Est-ce qu'il y a une réelle inquiétude des professionnels sur une situation qui risque de ne pas être uniquement en 2023? Il y a une inquiétude des professionnels par force, puisqu'à partir du moment où il y a des restrictions, nos professionnels s'inquiètent. On l'a dit tout à l'heure, on l'a évoqué, ce sont des entreprises de 10, 11 salariés, ce sont des entreprises familiales en général, historiques, ce ne sont pas des sociétés étrangères, exportatrices ou autres, ce sont des entreprises qui sont des acteurs économiques locaux. Donc oui, elles s'inquiètent. Après, toutes les démarches qui ont été menées, quand on est sur des départements comme les Pyrénées-Orientales, on en parle bien parce qu'on connaît bien ce département, mais qui est un sujet qui ne date pas que d'aujourd'hui, dans les Pyrénées-Orientales, qui est un sujet déjà depuis quelques années. Mais la sobriété de l'eau
On n'en parle que maintenant. Il aurait fallu qu'on en parle bien avant, nous sommes d'accord. Voilà, donc ils s'inquiètent, mais il y a des solutions. Encore une fois aujourd'hui, même si on voit de temps en temps que la profession peut être stigmatisée auprès de certains médias, auprès de certains supports, globalement, les pouvoirs publics ont bien conscience qu'à un moment donné, ce n'est pas le seul acteur qui doit faire des efforts. On fait des efforts, on l'a démontré, on a sorti des plaquettes, on avait un petit peu anticipé. Voilà. Donc on va y aller. Et encore une fois, il faut que ces actions soient pérennes dans le temps, que ce soit pour les préventions orientales ou pour d'autres secteurs. À nous de travailler là-dessus, mais il y a un très gros boulot à faire aussi de la part de beaucoup d'autres acteurs localement au niveau de la gestion de l'eau. Ça, on est d'accord. Pour compléter ce que dit Laurent, l'arrêté dans les Pyrénées-Orientales est jusqu'au 10 juin. Et effectivement, les piscines, on ne veut pas être les boucs émissaires de tous les problèmes d'eau qu'il peut y avoir sur Perpignan. Ne nous trompons pas de combat. C'est le premier département qui a une aussi grande surface en crise, mais pour bien connaître le Gard par exemple, où il y a quand même pas mal d'alertes renforcées, et une partie en crise. Il n'y a pas que les secteurs de la crise qui fait qu'il y a des restrictions sur la piscine, quoi. Tout à fait d'accord. D'autres départements peuvent être concernés. Encore une fois, voilà, on est mobilisé, on a des solutions, on acte les décisions qui sont prises, et des fois à juste titre. Mais nous, on a besoin effectivement de démontrer qu'on est en capacité de pouvoir réagir, et encore une fois, que l'on représente une faible consommation d'eau quand même sur le territoire. Justement là-dessus, alors peut-être est-ce que c'est vous qui avez déterminé le fait que 0,15% de la consommation d'eau en France était affectée aux piscines? Oui, c'est un calcul finalement qui a été assez simple, mais qui a été d'ailleurs validé par le Centre d'information sur l'eau. Hein. On a discuté pas mal avec eux. C'était finalement assez simple. Notre commission développement durable, comme vous l'avez compris, elle existe depuis 2006. Il y a déjà un rapport sur l'utilisation de l'eau qui a été publié par notre fédération en 2015. On est en train de revoir ce rapport parce que vous l'avez compris que techniquement et avec les nouveaux équipements, on va être capable de faire encore mieux. Mais ce calcul de 0,15%, il est très simple. C'est-à-dire qu'on a pris le nombre de piscines, on a multiplié par 15 mètres cubes pour une piscine enterrée, on a multiplié par 6,5 mètres cubes pour une piscine hors sol. Et simplement, on a déterminé qu'au total, il y avait un certain nombre de mètres cubes et on les a rapprochés des autres usages de l'eau, c'est-à-dire de l'ensemble des usages de l'eau en France, des usages agricoles, des usages industriels, des usages pour fabriquer de l'énergie. Et on a déterminé que sur l'ensemble des usages de l'eau en France, on a fait le calcul très simple, ça représente 0,15% d'utilisation de l'eau nationale. Là, on est en train de parler de l'ensemble du parc de piscines sur l'utilisation. Si on prend uniquement ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire l'implantation de nouveaux bassins, qui est déjà incluse dans ces 0,15, parce qu'en réalité, quand on dit 0,15, on a 0,13% pour les piscines déjà implantées, et on a 0,02% pour les nouvelles piscines sur une année. Donc l'implantation de nouveaux bassins, c'est uniquement 0,02%. Voilà de quoi on parle aujourd'hui. Face à ça, on va certes économiser peut-être un tout petit peu d'eau, et en période de crise, bon, si on est vraiment en période de crise, on peut l'admettre pendant un mois ou deux. Ceci étant, il faut mettre en balance aussi en face les emplois que ça représente et des entreprises de petite taille qui ne sont pas richissimes, qui sont des petites structures et qui pourraient éventuellement être mises en péril. Donc la décision des pouvoirs publics, on comprend qu'elle ne soit pas simple. Oui, bonjour. Vous parliez de l'intérêt d'installer un système de récupération des eaux de pluie. Est-ce que vous pouvez détailler ce principe, savoir comment ça fonctionne, est-ce qu'il y a une filtration et également combien ça coûte, s'il vous plaît? Alors aujourd'hui, dans les nouvelles législations de construction, les nouvelles constructions doivent récupérer les eaux de pluie et nous interrogeons justement sur la possibilité de récupérer d'une part les eaux de pluie pour le remplissage de la piscine, mais également pour la rénovation, d'utiliser des réserves d'eau pour ne pas rejeter l'eau directement lorsque l'on remplace un liner ou lorsqu'on fait une rénovation. Donc les recherches et développements de chaque entreprise travaillent. Les coûts aujourd'hui sont approchés, mais je ne peux pas vous donner, on ne sait pas exactement quelle sera la valeur de ces réserves, mais c'est un sujet essentiel qui est sur la pile de chaque recherche et développement pour avancer sur le sujet. En complément, je me permets, on parle de récupération d'eau pluviale, mais encore une fois, on est en train de développer plusieurs systèmes qui sont déjà en place, mais qu'on veut essayer de généraliser aussi. C'est le rejet des eaux
le traitement des rejets des eaux de piscine lorsqu'on fait un lavage contre lavage. Là, il y a déjà un sujet, et plutôt de le rejeter dans le jardin, qui pourrait aussi arroser les plantes et alimenter les plantes. Et attention, hein, on n'est pas non plus en eau perdue, mais le réinjecter directement dans la piscine. Et là, effectivement, on serait sur une boucle fermée, en étanchéité totale, et là, c'est d'ailleurs là-dessus qu'on va faiblement économiser, fortement, économiser l'eau. Et ça, c'est un sujet qui est très important, en plus de la récupération d'eau pluviale. En complément également, il y a certaines entreprises qui ont déjà travaillé sur certaines collectivités, notamment sur la récupération de ces eaux de lavage de filtre, avec les 2 premières minutes qui sont donc nécessaires après pour utiliser pour l'arrosage, et le reste dans un second bac qui va être donc remis dans la piscine. Donc ça, c'est un travail qui est avancé. Alors, moi, j'ai quelques questions sur le chat. Donc, pour continuer sur ces bons gestes d'économie de l'eau, j'ai Alexandra Saugon d'Actu.fr qui aimerait que vous nous détailliez un tout petit peu justement ces bons gestes pour limiter la consommation d'eau de sa piscine. Dès aujourd'hui, dès cet été, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour économiser l'eau? Alors déjà, comme vous l'avez compris, on va limiter très fortement l'évaporation si on a une couverture de piscine. Donc si on a déjà une couverture, à l'évidence, il faut la remettre en place à l'issue de la baignade et la laisser en place avant la baignade. Ça veut dire que si on a une couverture, c'est comme la sécurité, il faut la remettre en place. On voit que dans l'utilisation, parfois, on a une couverture, on ne l'utilise pas. Il faut l'utiliser, évidemment. Si on n'a pas de couverture, on peut investir dans une couverture à bulles qui n'assurera pas la sécurité, mais qui va assurer de très fortement limiter l'évaporation. Ensuite, à partir du moment où on va arriver à la période d'hivernage, on ne baissera pas le niveau de sa piscine, c'est évident. Et puis, quand on va se baigner, qu'on va utiliser son bassin, on ne fait pas des grands ploufs parce qu'on va limiter ainsi l'eau qui va sortir du bassin. Et on va limiter le nombre de contre-lavages si on a un filtre, un média filtrant. On va implanter un système de récupération d'eau. Et si on a des filtres à cartouches, effectivement, on va les laver 4 fois dans l'année. Ce sera sans doute largement suffisant. Et puis, on va le faire peut-être juste sur la pelouse parce que ça permettra justement que l'eau de ce lavage de filtre à cartouches puisse réintroduire directement dans la nature, directement sur la pelouse. Un complément de ce que dit Joël, n'hésitez pas à télécharger sur le site propiscine.fr notre brochure. La brochure qui vient d'être créée, elle est déjà en ligne. Elle a déjà été diffusée dans les Pyrénées-Orientales à tous les particuliers possesseurs de piscines. Mais pour les autres, n'hésitez pas à la télécharger. Et là, il y a tous les bons gestes à avoir pour l'utilisation de sa piscine cet été. Non. 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 Une bâche à bulles, alors pour vous donner un ordre de prix, pour une piscine de 8 mètres par 4 mètres, doit être autour des 200 €. Alors oui, c'est un coût, mais ça reste un coût raisonnable par rapport à tout ce que ça apporte et l'économie d'eau que ça va apporter, surtout vis-à-vis de l'évaporation. Une autre question d'Actu.fr. Avec les restrictions, comment surveiller sa consommation d'eau et qui va surveiller les propriétaires de piscines? Que risque-t-il s'ils ne jouent pas le jeu? Là, nous, on est la fédération des professionnels de la piscine, on n'est pas la fédération de la police. Alors, paraît-il, oui, il y aura des contrôles, paraît-il, oui, il y aura des amendes, mais là, il faut se rapprocher des instances compétentes, parce que nous, là, je ne peux pas répondre à la question. En plus, c'est chez des particuliers, donc vous savez que pour entrer chez les particuliers, c'est quand même, il faut des autorisations. Après, certains ont des compteurs d'utilisation de l'eau, comme les compteurs Linky pour l'électricité, mais il faudra avoir un compteur spécifique sur la piscine, ce qui n'est pas vraiment très utile, dans la mesure où on a bien compris qu'avec la piscine, on conserve l'eau. Donc ce ne serait pas forcément une bonne idée d'avoir un compteur spécifique sur la piscine, mais pourquoi pas à la limite. Toujours pour Actu.fr, que représente aujourd'hui la vente de piscines sur Internet depuis des revendeurs comme depuis des grandes plateformes du type Amazon, pour ne pas le citer, et est-ce que c'est une pratique courante et qui se développe, cette vente de piscines via Internet? Alors oui, ça se développe puisqu'on sait que il semblerait, d'après ce qu'on nous a dit, que le premier justement vendeur de piscines sur Internet, c'est Amazon. Donc c'est une pratique qui se développe. Je pense qu'il y a de plus en plus effectivement de particuliers qui achètent tout un tas d'objets sur Internet, et y compris des piscines. Donc c'est une part du marché qui existe. On n'a pas d'études particulières qui nous donnent un chiffre précis, mais il semblerait qu'effectivement ce soit Amazon le premier vendeur de piscines en ligne. Après, il faut savoir que la vente de piscine hors sol est aussi aléatoire.
il fait un été caniculaire, tout le monde va se jeter sur la piscine hors sol parce qu'ils veulent se rafraîchir et il y a même les autorités qui incitent à se rafraîchir. Donc c'est difficile de donner un chiffre d'une année à l'autre. On peut donner un chiffre quand l'année est passée parce qu'il suffit que juillet et août soient un peu moins beaux et on va moins de piscine hors sol. C'est plus un achat coup de cœur parce que on veut se rafraîchir plutôt qu'un achat réfléchi comme une piscine en dur où il faut des autorisations de travaux, où il faut un temps de construction. Donc c'est vraiment la piscine hors sol, c'est vraiment différent. Maintenant, j'espère que les autorités qui ont pris l'arrêté préfectoral sur Perpignan ont bien appelé Amazon pour ne pas vendre les piscines sur le département 66, parce que sinon, ça va gréver le commerce local et c'est bien dommage. Tout à fait. On est d'accord. Donc j'espère qu'ils ont appelé Amazon pour leur expliquer quand même. Et qu'Amazon va jouer le jeu, va dire sur son site, je ne vends pas sur le département 66. Alors une question de Yann Soudé de l'équipe. Là, on va revenir sur la sécurité en piscine. Vous avez cité tout à l'heure un chiffre qui était plus élevé il y a quelques années. Est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu ces chiffres? Et puis, est-ce que les campagnes de prévention, de sensibilisation fonctionnent? Oui, alors les campagnes de sensibilisation fonctionnent très bien. Un chiffre assez simple. En 2000, on déplorait 32 décès d'enfants de moins de 6 ans en piscine privée familiale pour 728 000 piscines. Dans les dernières années, on a déploré une quinzaine de décès d'enfants en piscine privée familiale, ce qui est toujours trop, sur 3,2 millions de piscines. Donc on voit que le ratio a été très largement diminué ces dernières années et fort heureusement, grâce aux efforts de tous. C'est très important d'avoir ça présent à l'esprit et de rappeler que la vigilance des adultes, c'est le premier vecteur de sécurité pour les enfants, de même que l'apprentissage de l'aisance aquatique et de la natation. Les systèmes de protection ont été utiles. On ne peut pas mesurer à quel point ils l'ont été puisqu'il n'y a pas eu de noyade en dehors des baignades, quasiment. Mais c'est au moment de la baignade qu'il faut être le plus vigilant. Et on voit que ça fonctionne très bien. Et notamment Vigiplouf, on vous incite vraiment à nous le demander sur le site si nécessaire. On pourra vous envoyer les kits si besoin. Alors, pour ajouter juste, c'est pour ça que nous incitons l'ensemble des médias que vous êtes à relayer ces messages autour de Vigiplouf, aisance aquatique, parce que justement, vis-à-vis du consommateur final, c'est très important et ça peut permettre pour nous effectivement de dynamiser un petit peu cette action. Donc ça, c'est vrai que c'est un message, on vous engage à le relayer régulièrement. On va revenir au centre du monde et aux Pyrénées-Orientales. Pour Julie Toussaint de Guide Piscine, est-ce que les particuliers qui achètent une piscine sur Amazon risquent vraiment quelque chose? Je pose la question. Oui, merci Arnaud. Si on en juge les communiqués, oui. Maintenant, nous, c'est pas nous, on n'est pas la police de l'eau. On n'est pas, oui, ils disent qu'il y aura une amende forte pour le particulier. Maintenant, il faut les contrôler, il faut aller les voir. On est mal placé pour en parler, quoi. Je pense qu'il faudrait poser la question au préfet des Pyrénées-Orientales. Bonjour, Arnaud Disdereau du magazine Système D. On a beaucoup parlé d'économie d'eau. Alors c'est important pour les piscines vertueuses, voire éco-responsables, mais il y a aussi les systèmes de filtration qui sont importantes. Et puis, si on veut jouer le jeu jusqu'au bout, et puis également tout ce qui permet de faire des économies d'énergie. Voilà. Quelles actions, donc, évidemment, il faut mener dans ce cas. Alors il est vrai que ce qui est important et sur lequel nous appuyons fortement, c'est que une piscine doit rester pleine et pour ce faire, elle doit avoir un bon traitement et un bon entretien. Et le premier bon entretien, c'est d'avoir un bon équilibre de l'eau, de façon à pouvoir donc avoir un minimum de produits désinfectants et de maintenir son eau le plus longtemps dans le temps. Ça, c'est le premier point. Ensuite, dans les nettoyages des filtres, eh bien, il y a des actions qui sont assez rapides, notamment pour ce que sont les poches filtrantes, les cartouches ou ce type de filtre. Et si on a un bon équilibre de l'eau, on aura également moins à nettoyer son média filtrant à sable. Donc c'est toute une bonne pratique qui au quotidien doit être conservée pour obtenir les meilleurs résultats. Donc, et ce qui fait que on passera également, on a des pompes également de moins en moins consommatrices d'énergie, avec des pompes à vitesse variable, avec des pompes à faible consommation, qui permettent également d'avoir une économie tant de l'énergie que de l'eau. Mais c'est un sujet avec la fédération dont on s'occupe depuis des années et
on n'a pas attendu qu'il manque de l'eau ou que l'électricité soit chère pour informer nos clients sur la sobriété. Sur la sobriété, bien évidemment, mais pas sur les interdictions, puisque la piscine, c'est quand même aujourd'hui quelque chose qui reste très, très important dans les familles françaises et qui est ouvert à tout type de famille. Également sur les économies et les impacts environnementaux des piscines, on est un des seuls secteurs qui aujourd'hui avons été à l'initiative d'une publication d'une norme européenne qui a été publiée en août 2022 sur les impacts environnementaux des piscines privées familiales. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, ce sera plutôt en 2024 parce qu'il faut trouver le temps de bâtir les éléments de calcul, les outils de calcul qui vont simplifier ces calculs-là. Néanmoins, on sera capable de classifier les équipements de piscine et les piscines A, B, C, D, E, F, tout comme peuvent l'être aujourd'hui l'électroménager ou éventuellement les habitations. Donc on a été vraiment à l'initiative de cette norme. C'est un document français qui a été à la base de cette norme européenne, qu'on a travaillé au sein de notre fédération en commission environnement pendant des années, qu'on a ensuite passé au niveau européen et publication en août 2022. Donc c'est un sujet qu'on a travaillé depuis longtemps. Et les économies d'énergie, pour vous donner un ordre d'idée, entre les années 90 et aujourd'hui, on a divisé par 9 l'utilisation de l'énergie pour chauffer la piscine grâce à une pompe à chaleur, alors qu'aujourd'hui, avant, on avait d'autres systèmes. On a divisé par 6 l'utilisation de l'énergie entre les années 90 et aujourd'hui, l'utilisation de l'énergie pour faire circuler l'eau dans la piscine. Donc la pompe de la piscine utilise 6 fois moins d'énergie que dans les années 90. Donc les progrès accomplis ont été considérables. Bon, évidemment aussi que pour éclairer la piscine, aujourd'hui on a des LED, donc on a divisé très largement aussi l'éclairage dans les piscines, mais c'est pas ce qui impacte le plus. Donc voilà pour un ordre d'idée sur les économies d'énergie. C'est un sujet qu'on traite évidemment aussi au sein de notre fédération. Pour le chauffage, avec les pompes à chaleur actuelles, on parlait d'1 € par jour. Et ensuite, sur la consommation d'un bassin inférieur à 40 mètres cubes, produits désinfectants et électricité comprise, on peut dire entre 350 et 450 € pour l'année. Ça dépend quel système on utilise, hein, parce qu'il peut y avoir aussi effectivement des systèmes de traitement de l'eau qui n'utilisent pas énormément de produits. Hein. Donc ça diminue aussi la facture, par exemple. Bonjour, Marine Richard pour le Figaro Immobilier. J'avais une question sur le profil des piscines vendues. D'un moment, vous parlez d'un boom des piscines de moins de 10 mètres carrés pour éviter de payer justement la taxe d'aménagement. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? Est-ce que justement ça peut aussi s'inclure dans ces préoccupations environnementales, le fait d'avoir des piscines peut-être plus petites? Et deuxième question, un petit point encore sur la fiscalité, sur Google qui traque les piscines donc non déclarées avec l'intelligence artificielle. Est-ce que ça peut aussi un peu dissuader les propriétaires d'installer des piscines pour ceux qui auraient éventuellement envisagé de frauder? Merci. Alors sur les deux questions, pour la première, dans un premier temps, comme nous l'avions souligné, oui, les volumes de bassins ont considérablement diminué sur les 20 dernières années, et sur les 2 dernières années, diminuent encore, puisque nous avions la moyenne d'une piscine, c'était 36 mètres carrés de surface et un bassin environ de 40 mètres cubes. Sur les 2 années précédentes, on s'aperçoit que les bassins diminuent encore pour 2 raisons. D'une part, des terrains de plus en plus petits. D'autre part, évidemment, l'investissement souhaité par les familles. Et dans certains départements, on constate notamment des bassins inférieurs à 8 par 4, 6 par 3, 7 par 350, qui sont des bassins qui sont plutôt plébiscités. Ensuite, en ce qui concerne les bassins inférieurs à 10 mètres carrés, on voit également arriver, toujours pour les mêmes raisons, un petit terrain, mais également un point d'eau important, en ayant un investissement complètement raisonné, des bassins de 4 par 2,50, avec un faible volume d'eau dans une conduite totalement éco-responsable, un fond plat à 1,20 m, 1,10 m, qui donne toute satisfaction donc aux familles. Pour ce qui est de la deuxième question, concernant donc la recherche par Google des piscines, en tant que professionnel de la piscine, la Fédération des professionnels de la piscine, nous pouvons que nous féliciter de ce travail, parce qu'il est pour nous inconcevable de réaliser une piscine sans déclaration préalable. Ça, c'est inconcevable. Donc, que les familles qui ne soient pas dans la légalité soient sanctionnées,
eh bien c'est le risque qu'elles ont pris et je dirais tant pis pour elles. Si je roule à 150 sur l'autoroute, c'est limité à 130, tant pis pour moi. Donc le fait de mesurer les piscines, pour les familles qui pensaient s'équiper, c'est pas un frein, mais au contraire, ça permet de voir le professionnalisme des adhérents de la fédération qui réalisent systématiquement pour le compte de leurs clients ou qui accompagnent leurs clients avec des déclarations préalables pour respecter le plan local d'urbanisme, pour respecter les dispositions d'urbanisme qui sont existantes. Oui, pour compléter la réponse sur la question de la fiscalité, de quoi est-ce qu'on est en train de parler? On est en train de parler d'une taxe d'aménagement qui en moyenne est autour de 350 € payée en une fois au moment de la construction du bassin. Donc c'est un chiffre déjà très bas. Ensuite, si on va augmenter légèrement la taxe foncière de la piscine, pourquoi? C'est parce que, on l'a dit tout à l'heure, c'est parce que la piscine, ça valorise le bien immobilier et que de ce fait, on va augmenter légèrement la valeur locative cadastrale du bien. En moyenne, on va augmenter cette taxe foncière de 5 à 10%. Donc, en réalité, le fait de vouloir éviter la fiscalité sur les piscines, ce n'est pas forcément un bon geste parce qu'on va parler de quelques centaines d'euros, d'abord au moment de la construction et ensuite de quelques centaines d'euros sur une année, chaque année. Donc, ce n'est pas très intéressant de ne pas déclarer son bassin et on comprend que quelque part, on regarde où sont implantées les piscines. Bonjour, Alexis Ziza, secteurvert.com. Quelle est la durée de construction, de délai d'une piscine entre le moment où un consommateur veut faire l'acquisition d'une piscine enterrée et le moment où elle sera livrée, entre les autorisations, les études de marché, de faisabilité? Vous comptez combien de temps en moyenne, s'il vous plaît? Merci. Donc il y a la première démarche qui est effectuée entre le prospect et le professionnel, donc où là il y a l'étude de faisabilité du projet sur le terrain, donc ça c'est assez rapide selon l'emploi du temps commercial de la société et la disponibilité bien évidemment des clients. Ensuite il y a la déclaration préalable qui va être donc avec un délai d'autorisation de 1 mois si l'on n'a pas des dispositions spécifiques que peuvent être Bâtiments de France ou la loi littorale qui porte cette durée à 2 mois. Et ensuite, selon les techniques de construction, il y aura un chantier qui peut durer, une installation qui peut durer entre 3 semaines et 2 mois selon les différents, d'une part, procédés de construction et également projets d'investissement de la famille, c'est-à-dire est-ce que la piscine sera tout simplement un bassin au centre d'une pelouse ou est-ce qu'elle sera équipée d'une plage environnante, est-ce qu'il y aura des aménagements paysagers. Donc il y a d'une part le rendez-vous commercial de la faisabilité, d'autre part les déclarations préalables 1 mois ou 2 mois et ensuite la durée du chantier. Voilà. Alors pour compléter, votre question est très intéressante parce que si on parle des Pyrénées-Orientales, l'arrêté qui est pris est au mois de mai, donc était au 9 mai. Donc au 9 mai, par contre, on peut toujours demander les autorisations de travaux. Et de toute manière, comme Gilles vient de le dire, on ne va pas mettre à l'eau sa piscine dans une semaine avant d'avoir fait le devis, d'avoir l'autorisation de travaux, de construire, on sera à l'automne. Donc à l'automne, ça sera pour la saison prochaine. Donc il faut que les consommateurs des Pyrénées-Orientales, dans tous les cas, même s'ils s'étaient réveillés maintenant, dire je veux ma piscine actuellement, c'est pas possible de se baigner cet été pour faire une piscine maintenant pour cet été. Donc on a toujours dit il faut travailler en automne pour pouvoir voir fleurir sa piscine au printemps. Donc on est sur l'arrêté qui est pris maintenant ne va pas pénaliser les constructeurs pour se baigner cet été. Une nouvelle question sur le chat de Guide Piscine que je vais retrouver. Voilà, de Julie Toussaint de Guide Piscine. Elle voudrait avoir quelques chiffres sur le secteur que vous avez présenté tout à l'heure, mais peut-être les repréciser. Le nombre de salariés, est-ce que vous avez la répartition hommes-femmes, je ne sais pas. Et combien d'entreprises souhaitent recruter? Et enfin, un point sur l'apprentissage, ça fait beaucoup dans la même. Si on n'a pas toutes les réponses là, ce qu'on se propose de faire, c'est qu'à Guide Piscine, on va prendre son mail et on va lui confirmer vraiment précisément ces données, parce qu'effectivement, on n'a pas prévu aujourd'hui, on n'avait pas tous ces chiffres précis aujourd'hui, donc on pourra lui communiquer ultérieurement.
Sur le nombre c'est 60 000 emplois directs et indirects. Ça, c'est le nombre sur lequel on communique régulièrement et que l'on a en tête. Mais ensuite, oui, il faut un complément d'information pour répondre précisément à chacune des questions. D'accord. C'est qu'avec toutes les discussions qu'on a eues et tous les débats qu'on a eus sur la formation, sur l'apprentissage, tous les centres de formation sont complets. On ne peut pas prendre plus à ce jour d'apprentis. Donc c'est une très bonne chose. Il va sortir de nouvelles sessions, de nouveaux professionnels très qualifiés. Et ça, c'est un plus pour notre métier. Et il y a beaucoup d'écoles qui se créent et qui veulent encore aller plus loin sur ce sujet de l'apprentissage du métier de la piscine. Alors maintenant, une question de Franck Stassi de l'usine Nouvelle qui concerne l'impact inflation sur le secteur. Est-ce qu'il y a eu une hausse des matières premières pour la construction? Est-ce que c'est un frein éventuel des ménages pour une dépense qu'ils considèrent comme annexe? Oui, il y a eu une hausse des matières premières pour la construction, également pour la fabrication des matériels, inévitablement, que les entreprises donc, ont intégré dans leur prix de revient et qu'ils ont mesuré dans leur prix de vente. Ensuite, en ce qui concerne l'investissement que souhaite attribuer chaque famille à une piscine, eh bien, aujourd'hui, on s'aperçoit que les familles tiennent compte de ces prix pour choisir le bassin qu'ils vont réaliser et pour choisir également les options complémentaires qu'ils pourront mettre en termes de confort de baignade. Donc, moins ça augmentera, mieux ce sera, mais ce qui est certain, c'est que tout ce qui est aujourd'hui à un certain prix sera plus cher demain, donc il ne faut pas hésiter à pouvoir faire le pas dès aujourd'hui. Il n'y a pas d'autres questions? Oui, madame. Alors Virginie Garin de RTL, vous pourriez nous donner les prix justement de combien ils ont augmenté? Une piscine aujourd'hui hors sol ou enterrée coûte combien? Fédération, on travaille par fourchette de prix. Ce que l'on peut dire, c'est que déjà les premiers pas dans la piscine sont les piscines hors sol, avec quelques centaines d'euros jusqu'à 10-12 000 euros pour certaines piscines. Ensuite, on va avoir les piscines semi-industrialisées ou coques polyester qui vont avoir des budgets avoisinant entre 20 et 25 000 euros installés pour un bassin inférieur à 8 par 4. Puis on aura par la suite des différentes structures, toujours avec le même comment dirais-je, espace-prix entre 25 et 30 000 euros. Et puis les piscines plus prestigieuses en béton qui seront à partir de 26-27 000 euros jusqu'à des budgets qui seront un peu plus importants par rapport, encore une fois, aux équipements. Mais ça va dépendre d'une part du volume du bassin, vous l'avez compris, et des équipements qui seront associés donc, à ces différents bassins. Ce qu'on peut constater, c'est que les professionnels ont fait un gros effort d'essayer de lisser leurs prix, parce que si l'intégralité des prix de revient avait été répercutée, on aurait des augmentations plus importantes. Donc la profession a travaillé pour essayer d'être le plus raisonnable possible. On peut dire que sans s'avancer beaucoup, mais sur l'année précédente, il y a eu une augmentation entre 10 et 15% sur l'ensemble des bassins. Savoir qu'on est tributaire de différents matériaux aussi pour construire une piscine. Il n'y a pas que le matériel piscine, il y a tout le reste qui va autour de la piscine. Bon, j'espère qu'on a été précis. J'en ai une dernière, mais je ne sais pas. Je suis désolé. Allez-y. C'est Franck Stassi, toujours de l'usine Nouvelle. Il aimerait savoir si on peut quantifier un peu les hausses matières. Vous avez parlé de la hausse des prix là, de vente, mais en termes de hausse matière, quels ont été les impacts pour vous, entreprise? Alors, outre bien évidemment les charges sociales des entreprises et éventuellement donc la charge financière qui correspond au personnel, les hausses matières, elles sont difficiles à expliquer aujourd'hui parce que ça va dépendre des différentes techniques de construction qui sont employées entre les structures qui sont plutôt les structures légères, les structures qui sont plutôt les structures lourdes, les piscines qui ont plutôt des revêtements d'étanchéité dissociés de la structure, ceux qui sont dans la structure. Donc au risque de dire une bêtise, je vais m'abstenir parce qu'on n'a pas la réponse exacte de telle ou telle matière. Et puis, ça également, c'est une question de négociation entre les entreprises et leurs fournisseurs qui sont allés bon train sur ces derniers mois.
On pourrait rajouter, ça va dépendre aussi si c'était des produits à base de pétrole, si c'était des produits d'importation, si c'était des produits qui étaient fabriqués sur les autres années. Il y a des choses qui se font en pré-saison, donc c'est difficile de répondre précisément sur cette question. Mais quand on parle d'une augmentation de prix de la piscine, il faut savoir qu'on n'est pas loin de l'augmentation des prix des matières également. Merci beaucoup. Bon retour et on est très content de vous avoir reçu et de vous avoir parlé de notre beau secteur de la piscine. Merci beaucoup, à bientôt pour la prochaine conférence qui sera au mois de novembre. Et là, on aura passé la saison. Merci, le 9 novembre précisément. Merci Joël et merci à l'équipe d'Adocom et de la Fédération pour ce bon travail. Merci.